Bonsoir à tous et bienvenue dans 45 minutes. Comme tous les lundis, le temps d'une mi-temps, on va débattre avec passion du foot dans les Hauts-de-France, le LOSC, le VAFC, Amiens et bien sûr Lens. Cette semaine encore, il y a de quoi dire et autour de la table, il y a des gens qui ont des choses à dire. Il y a Hervé Vogt d'RTL. Bonsoir Hervé. Bonsoir à tous. Il y a François Launay de 20 minutes qui a couru, qui vient de la conférence de presse de Marcelo Bielsa qui a duré, comme d'habitude, beaucoup extrêmement plus longtemps longtemps que prévu, Bonsoir, mais qui est quand même presque à l'heure. Et à côté de François, il y a Réginald Ray, le nouveau coach du VAFC. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans 45 minutes. On va parler de Valenciennes dans quelques minutes. Mais avant ça, j'ai envie de vous poser une question sur le premier sujet qu'on va aborder, le LOSC. Et le LOSC, c'est votre adversaire de mercredi. Est-ce que vous avez vu leur match de samedi ? Pas encore. Pas encore pour tout vous dire, parce que je suis actuellement à l'hôtel et puis un problème de chaîne. Mais évidemment, je l'ai téléchargé et puis j'étais au match contre Troyes la semaine dernière. Leur match de samedi, je le verrai dès demain matin. Quel jugement justement sur ce LOSC du moment, là, même si c'est pas sur le dernier match, mais sur l'impression que le LOSC laisse. Il y a un projet, on va dire, global qui s'est mis en place pour rester sur le sportif, un projet sportif aussi avec un nouvel entraîneur. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'arrivées, beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas aussi les championnats de France. Bon, forcément, ça prend du temps. Et alors c'est plus facile quand vous gagnez des matchs au moins de temps en temps. Et ça l'est beaucoup plus quand vous ne gagnez pas. Donc c'est actuellement le cas et on va essayer de profiter de cette période, nous, dans 2 jours. Alors on va en débattre tout de suite, mais je vous rappelle d'abord le principe de cette émission qui est diffusée sur Facebook et sur notre site internet. Évidemment, vous posez vos questions, vous commentez, vous critiquez, vous pouvez même dire des choses pas sympas sur nos consultants. Ils vont vous répondre, c'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, on a aussi une petite nouveauté, on a des places à vous faire gagner pour le match qui a lieu justement mercredi au stade Pierre-Mauroy. On a 20 places. Alors pour participer au tirage au sort, c'est simple, il suffit de partager ce live, de le commenter, et vous participerez au tirage et vous pourrez peut-être aller gratuitement voir ce match de 16e de finale de la Coupe de la Ligue. C'est mercredi à 18h45. Alors messieurs, le LOSC qui a encore perdu contre Rennes samedi. Votre analyse à froid là, de cette nouvelle défaite, on en parle chaque semaine ici, des défaites du LOSC. Ça commence à faire beaucoup et à chaque fois, à la fin des matchs, les joueurs nous disent on a besoin de temps. Encore tout à l'heure à la conférence de presse, Imad Faraj qui était là, le jeune joueur, nous a dit il faut du temps, mais combien de temps il faut encore pour considérer que pour l'instant c'est complètement loupé ce début de saison. Vous imaginez, ils sont avant-derniers de Ligue 1 avec un recrutement incroyable, avec un entraîneur de renommée mondiale qui est désormais aux commandes et ce club n'avance pas. Et même au niveau de son jeu qui devait être flamboyant et spectaculaire, on n'est pas loin du néant avec très peu de raisons finalement aujourd'hui de se satisfaire de ce qu'on voit depuis le début de saison dans cette équipe. Donc tous les signaux sont au rouge, c'est très inquiétant et pourtant en tout cas en apparence on continue de rester confiant, de se dire que forcément ça ira mieux qu'un jour. Mais quand ? Là est toute la question pour le LOSC. Moi je cherche la progression du jeu. Parce qu'on avait vu un bon Lille au premier match contre Nantes avec cette victoire 3-0. On s'était dit, ça part sur des très bonnes bases. On a peut-être oublié de dire que ce jour-là, Nantes devait mener 1-0, Nantes devait égaliser, que peut-être les choses auraient été vues différemment. Puis ensuite, il se passe toujours quelque chose dans un match de Lille. Soit il y a un but à la 90e minute, soit il y a une expulsion. Les 3 matchs comme ça, on le rappellera, il y a 3 expulsions. Les arbitres qui font vraiment pas de cadeaux non plus. Et je pense que là, c'est tout à fait dirigé vers le LOSC de Marcelo Bielsa et non pas le LOSC. Parce que je pense qu'il y a 2 expulsions qui peuvent, avec un peu de psychologie, être évitées. Quand je vois le match d'hier de l'Olympique de Marseille, PSG-OM, je me dis que à un certain moment, il y avait des cartons jaunes qui n'ont pas été mis parce que l'arbitre a fait preuve de mansuétude. Ça n'a pas été le cas pour les matchs du LOSC. Après, il y a des discours, comme le fameux discours de Marc Ingla le soir de Monaco. On a eu la possession de balle. Ouais, 4-0 pour Monaco. Alors donc là, tout ça fait qu'il se passe toujours à chaque match et dans chaque conférence, il se passe quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est bien de suivre le LOSC. Vous y allez à chaque fois, vous apprenez quelque chose et vous marrez pas. Cette semaine, à la fin du match, en conférence de presse, on a eu droit à cette victoire est imméritée. Est-ce que vous l'avez trouvée imméritée ? Parce que ça, c'est l'entraîneur du LOSC qui trouve que cette défaite, elle était imméritée.
vois le nombre de tirs cadrés, je crois qu'ils sont à 7 tirs cadrés, à 7 tirs, mais aucun cadré. C'est vraiment pas beaucoup. Alors ils ont toujours la possession. C'est vrai qu'ils ont souvent la possession, les équipes du Haut. C'est peut-être ce qui permet de dire à Marcelo Bielsa, son équipe est meilleure que la plupart sur le papier, que la plupart de ses adversaires. Il nous a même déclaré tout à l'heure en conférence de presse, Lille ne joue pas bien, c'est vrai, mais Lille joue mieux que ses adversaires depuis le début de saison, à l'exception du match face à l'AS Monaco. Pour le reste, il estime qu'à chaque fois, cette équipe était supérieure à son adversaire en se basant. Il n'a pas voulu rentrer dans les détails, et ça faisait déjà 1 heure qu'on était à la conf, donc on n'a pas non plus relancé là-dessus, mais il a 10 éléments qui lui font penser qu'à chaque fois, son équipe joue mieux que ses adversaires, même s'il reconnaît que la qualité du jeu telle qu'on le voit sur le terrain, est vraiment pas bonne. Mais il estime quand même que son équipe joue mieux à chaque fois que ses adversaires. Je vous lis quelques messages. On n'a pas Dawan qui dit « Le LOSC a dominé Rennes si on accepte le but rennais ». Pascal qui dit « Attendons la trêve, ça paiera un jour ». Bruno qui dit « Le LOSC ne descendra pas en Ligue 2 ». Clément qui dit « Le LOSC va revenir dans le coup, il faut y croire ». Donc quand même, on voit la tonalité, il y a quand même... Enfin, si on compare aux précédents entraîneurs qui ont été virés assez vite à cause des mauvais résultats, là, on a l'impression quand même que ça continue. Alors, c'est pas tous les supporters, mais il y a des supporters lillois qui continuent à y croire. Oui, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas fait le compte, je vais le faire avant le prochain match contre Marseille, le nombre de réelles occasions lilloises. Parce que tous les entraîneurs du passé, allez, on va dire des 5 dernières années, perdaient des matchs, mais avaient des occasions. Ce qui leur faisait dire, à un moment donné, on va un peu plus de réussite. On va pas avoir un poteau, un gardien en état de grâce. On va cadrer. Là, quand vous regardez bien ce LOSC-là, même la frappe de Pépé en fin de match du gauche qui passe à côté, non, c'est en fin de première mi-temps, pardon, qui passe à côté, le reste après, je cherche, moi, je me gratte la tête pour trouver de réelles occasions. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Ils ont marqué 6 buts depuis le début de saison. C'est la 18e attaque de Ligue 1. Pire que, c'est Amiens et Metz. Et encore, Amiens a mis 5 buts, mais à chaque fois qu'ils ont marqué, Amiens, ils ont gagné. Donc, il y a vraiment une efficacité offensive totalement absente, par des choix qui paraissent toujours assez étonnants. Pépé en pointe, ce n'est pas son poste, mais Marcelo Bielsa estime que c'est le meilleur joueur qu'il a à sa disposition pour le faire jouer à ce poste-là. Donc, ça n'avance pas beaucoup au niveau du plan des résultats, mais il y a la confiance qui est toujours de mise. Encore une fois, Marcelo Bielsa, tout à l'heure en conférence de presse, nous a dit qu'il avait déjà connu des situations comme ça dans sa carrière, en 30 ans de carrière, et qu'à chaque fois, il avait réussi à les inverser en changeant de choses. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Ça, on va voir la réponse de Bielsa. Alors, sur notre page Facebook, on a posé une question qu'on pose souvent, malheureusement, dans ces cas-là. Est-ce qu'il faut arrêter les frais avec Bielsa, en gros ? Est-ce qu'il faut continuer à lui faire confiance ? Et vous voyez sur les résultats, c'est assez partagé. Est-ce qu'il faut continuer à faire confiance à Bielsa ? Oui, 43%, non 57%. Je précise qu'il y a eu plusieurs milliers de votes. Donc c'est assez représentatif quand même des gens qui suivent le LOSC et qui aiment le LOSC. On voit que, voilà, pour une équipe qui est 19e, voilà, il n'y a pas encore, il faut vite s'en débarrasser. Non, il n'y a pas ça. L'embellie qui était celle du départ, on aurait pu avoir un 80-20. Parce qu'il y aurait toujours eu des sceptiques de Bielsa, les 20%. Et les 80 auraient pu croire à cet homme-là pour son palmarès. Et dire que ça diminue, quoi. Ça... je pense que ça s'écroule et les sifflets commencent à tomber des tribunes. Et là, vous recevez en plus l'Olympique de Marseille. Valenciennes d'abord en Coupe de la Ligue où il va certainement devoir faire un peu tourner son effectif. Et puis l'Olympique de Marseille et cette fameuse revanche, OM Lille, Garcia, Bielsa. Non, mais il joue gros cette semaine quand même contre Valenciennes sans faire injure à Reginald Ray et à son club. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est un match de coupe. C'est peut-être le seul moyen par lequel ils vont pouvoir aller chercher ce qui est leur objectif premier en début de saison, c'est-à-dire aller chercher l'Europe. Ils peuvent y aller à travers la Coupe de la Ligue. Vu leur situation, ils ne peuvent pas se permettre de perdre à domicile contre une équipe de Ligue 2. Et après, vous recevez Marseille qui a prouvé hier qu'elle pouvait se mettre au niveau du PSG. Donc c'est 2 matchs très compliqués cette semaine. Par contre, une chose est certaine, ils l'ont encore répété, lui, il partira pas. Il ne démissionnera pas, et il a même dit, je resterai même si le club descend en Ligue 2. Alors, François, on va justement, on a son son, on l'a enregistré tout à l'heure, cette conf de presse, on va l'écouter. Il parle de son éventuelle démission. Est-ce qu'il doit démissionner ? On l'écoute. Me vuelven a preguntar sobre si voy a renunciar o no. Mais comme vous me posez une nouvelle fois la question pour savoir si je vais démissionner ou pas, digo que es imposible. Je dis qu'il est impossible que je démissionne. Que la decisión sea mía, obviamente. À l'évidence, si la décision dépend de moi. Y sí digo que únicamente elegiría ese camino. Et j'ai dit que je prendrai cette décision uniquement. Si yo considero. Uniquement si je considérais que no soy la persona en condiciones de revertir la situación. Que je ne suis pas la personne capable d'inverser la situation.
qui dit, si je ne suis pas, c'est lui qui parle, la personne qui ne peut pas inverser la situation. C'est vrai qu'il Au ouvre départ, un petit c'était- peu plus Non. peut-être qu'avant les possibilités. Et tout. Un message d'Ingrid, le LOSC ne doit pas se séparer de Bielsa car le problème ne vient pas de lui. Et Olive Capel lui dit, avec l'équipe faite par Bielsa, je gagne sur FIFA 18, je comprends pas pourquoi ça marche pas en vrai. Et il y a un peu de vrai, je trouve, dans ce message quand même. Oui, Il mais y a un est-ce qu'il côté dit un ça peu football théorique en conférence de presse avec Marcelo Bielsa, on l'a encore entendu tout à l'heure, et ce qu'on voit sur le terrain qui n'a rien à voir, quoi. Mais est-ce que l'internaute met Bissouma arrière latéral et Pépé dans l'axe? Ça, il faut lui demander. Il faut vous demander s'il n'a pas une composition un petit peu différente. Parce que c'est les reproches, finalement, déjà par rapport au résultat du LOSC, c'est si on faisait une fois ou deux fois jouer les joueurs, là on les a vus au meilleur. Je pense en particulier à Pépé et Bissouma arrière latéral, mais tous les éducateurs qui l'ont entraîné à Lille, mais rigolent, quoi. Ça les fait rigoler. On peut même pas, il y a souvent ce reproche, hein, Bissouma, Pépé. Il y a aussi Benzia. Là, je vois un message sur qui dit Benzia, finalement, c'est pas un créateur. C'est vrai qu'au départ, c'est pas son poste. Là, on s'est habitué parce que depuis le début de saison, il a été mis là, il a fait un match qui était pas trop mal, le premier. Mais quand même, il y a aussi, voilà, ça concerne pas un joueur, ça concerne plusieurs joueurs. Mais il n'a pas envie de s'arrêter là. Il nous a dit tout à l'heure en conférence de presse que Thiago Mendes jouerait sans doute au poste de latéral droit. Bah tiens, contre Valenciennes mercredi, petite info régionale. donc voilà, il a envie de montrer que les joueurs qu'il a sont polyvalents et peuvent jouer à Il n'a n'importe pas quel demandé poste. si Poncé allait dans les buts, éventuellement? Ah non, il nous Vous n'en a avez pas parlé, ça? Par contre, il nous a dit que Pépé serait absent et qu'il ne savait pas encore quel serait son remplaçant, mais qu'il y aurait peu de changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée à Rennes. Donc ça veut dire qu'il fait vraiment confiance aux hommes en place pour l'instant. Alors, la réponse à la question qu'on a posée aux internautes, vous, François et Hervé, est-ce que le LOSC doit continuer à faire confiance à Marcelo Bielsa? Mettez-vous un petit peu dans la tête de Gérard Lopez, parce qu'il y a plein de paramètres. Il y a le paramètre sportif, on en parle depuis le début de l'émission, mais il y en a sans doute d'autres. C'est quoi les arguments pour, les arguments contre qui peuvent... voilà. Je pense que Bielsa doit rester au LOSC simplement parce que c'est la tête de gondole de ce nouveau projet et le renvoyer au bout de 3 mois, c'est un constat d'échec flagrant avec un projet qui est basé essentiellement sur des prêts bancaires, c'est-à-dire que là, le message que vous envoyez aux actionnaires est désastreux. Il y a aussi une raison économique qui fait que ça va être compliqué de renvoyer Marcelo Bielsa puisque ça risque de coûter très cher. Vous ne renvoyez pas qu'un seul homme, mais plusieurs, puisqu'il a pas mal d'adjoints autour de lui et il n'a pas un petit salaire au club nordiste. Et donc, je pense que ce serait pas la bonne idée, en tout cas aujourd'hui. Évidemment, si dans 2 mois, en tout cas si à la trêve hivernale, on est encore là avec une 19e place et 6 points, la question se posera. Mais je pense qu'il a encore du temps devant lui pour inverser la situation, même si là, franchement, il va falloir se dépêcher. Pour moi, la barrière, c'est la trêve. C'est la trêve. Que ce soit une décision personnelle, parce qu'il sent qu'il est arrivé au bout avec son équipe et qu'il ne trouve pas de solution. Hervé Renard, c'est ce qui s'était un peu passé, mais très vite. Je n'ai pas de solution. Issu d'un match de contre Caen, je crois. C'était différent. Marcelo Bielsa, lui, c'est une équipe qui est complètement différente, qu'il faut faire progresser. Le problème, c'est qu'on aimerait avoir des progrès. Et les progrès, ben, on les voit pas trop, quoi. Surtout en attaque. Parce que si défensivement, globalement, ils font une erreur à chaque match, mais ils prennent pas une tonne de buts. Mais offensivement, quand même, offensivement. La trêve, c'est loin quand même. Hein. Ah oui, c'est loin. Ça peut compromettre, je veux dire, il peut passer la main éventuellement à un autre entraîneur s'il y a une catastrophe, dans une situation qui est quasiment irréversible. Vous avez un président, Gérard Lopez, qui est arrivé dans ce projet en disant « Moi, c'est Bielsa et personne d'autre. C'est mon ami, je l'admire. Ouais. Et voilà, je vois pas aujourd'hui, je crois qu'il va essayer d'aller au bout. En tout cas, au bout pour moi, c'est voir où on en sera à la trêve hivernale et après éventuellement prendre une décision. Mais c'est compliqué quand même. Faire venir Bielsa à Lille, vous imaginez ce que ça représentait il y a 6 mois, personne n'y croyait. Ouais. Quand il est arrivé, tout le monde a ouvert grand les yeux en se disant « Ah ouais, un entraîneur de renommée mondiale au LOSC. » Et si c'est pour le renvoyer au bout de 3 mois, c'est à mon avis aller un peu vite en besogne. C'est pour ça que beaucoup de gens demandent du temps parce qu'ils estiment que vu le charisme qu'a cet entraîneur, vu ce qu'il a fait dans sa carrière, il est peut-être un peu prématuré de lui demander tout de suite de donner des résultats à cette équipe qu'il a entièrement construite et qui a peut-être, c'est vrai, besoin de temps, mais du temps en foot. Ah, mais là, c'est 6 points en 9 matchs. Est-ce qu'on se rend bien compte? On est au quart du championnat. 4 fois 6 points, ça fait 24. Bon, bah, on en reparle très bientôt. On va conclure le chapitre LOSC parce qu'on est rappelé à l'ordre par Steven Shogun qui nous dit « Réginald, il vient pour entendre parler du LOSC. Abusez, les gars !» Bon, allez, Réginald, on va passer au VAFC, mais peut-être justement avec une question de transition. Est-ce que la situation là qu'on vient de décrire rapidement et qu'on décrit un peu chaque semaine,
c'est bien de rencontrer en ce moment le LOSC, ou au contraire, est-ce qu'on a toujours peur que on soit l'équipe qui leur permet de se réveiller, quoi? Il n'y a pas trop de règles à ce niveau-là. Ça peut permettre aussi à une équipe de se réveiller, de jouer une équipe inférieure hiérarchiquement chez elle. Ça peut être un piège. Tous les cas de figure sont possibles. Après, ça sera à moi et à mon équipe de faire ce qu'il faut pour continuer à les mettre dans le doute. On n'a pas les mêmes arguments, même s'ils sont en position délicate en championnat, on n'a pas les mêmes arguments. Et malgré tout, il y a des joueurs de qualité. Il y a un entraîneur de qualité qui l'a prouvé. Ça a du mal à se mettre en place. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été non plus aidés. Il y a eu beaucoup de décisions arbitrales contraires, des faits contraires. Mais nous, à notre niveau, on essaie de bien se préparer pour aborder ce match. Et puis en sachant qu'il y aura un match 3 jours plus tard contre Nîmes qui sera très important aussi. Alors vous avez vécu votre premier match sur le banc de Valenciennes, c'était face à votre ancien club en plus, au Paris FC. Premier match, première défaite à froid. Cette défaite a été logique? Logique, certainement, parce je pense que sur l'ensemble du match, il y a eu beaucoup trop de situations à mon goût où on a mal défendu. À partir de là, c'est difficile de gagner un match quand on prend au moins 3 buts. Après, ça reste l'histoire d'un match aussi. Le PFC a fait un très bon match de son côté. Érodé depuis le début. Je sais de quoi il est capable de faire. Nous, on n'était pas forcément dans les bonnes dispositions. Je parle collective, pour amener un résultat. C'est-à-dire quand on fait le constat du match, qui est simplement le constat des 3 buts qu'on prend, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux défensivement. Et je parle de l'équipe dans son ensemble. Donc à partir du moment où on est friable défensivement sur certaines situations, il est compliqué de gagner un match, même en Ligue 2. Après, à côté de ça, il y a eu des choses intéressantes. On a quand même marqué 2 buts à l'extérieur. Je pense qu'on aurait pu en mettre plus. Mais sur l'équipe de l'équipe, on doit faire beaucoup mieux, c'est dans ce sens-là qu'on va travailler. Alors on a plein de questions à vous poser. Vous, derrière votre écran, derrière votre smartphone, vous pouvez aussi poser vos questions. On va les relayer justement pour Réginald. Entre parenthèses, il y a Isabelle Val qui vous demande si vous êtes disponible pour marquer des buts pour le LOSC. Voilà. J'ai eu peur. C'est ambigu. Pas très clair en tout cas au début. C'est fini, non, c'est fini tout ça. Bon. Des questions. Est-ce que, allez François, toi tu es passionné par le VAFC, donc forcément tu as des questions pour Réginald Ray. La première question, c'est comment Réginald explique cette fébrilité défensive à l'extérieur. C'est quand même le 4e match d'affilée que Valenciennes joue à l'extérieur. Sur ces 4 derniers matchs, c'est à chaque fois 3 buts encaissés. Ça s'explique comment? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même plus de solidité à domicile, mais à l'extérieur, c'est un peu opération porte ouverte. Comment vous l'expliquez? Opération porte ouverte, c'est un peu imagé, mais je pense que voilà, le football est une histoire d'équilibre. Donc on a un potentiel aussi pour pouvoir faire mal à l'adversaire, pour être dangereux, pour marquer des buts. Et il faut avoir cet état d'esprit d'être costaud, de gêner l'adversaire dans ce qu'elle veut entreprendre par rapport à nous, et puis d'avoir une démarche collective de la récupération du ballon. J'avais vu les matchs de Valenciennes, bien sûr, avant de rencontrer le président, et j'avais déjà fait ce constat-là. Il s'est confirmé à Paris. Donc forcément, il faut trouver des solutions, et c'est mon job avec le staff. Une question précise de fans sur des noms précis. Dommage de mettre de côté Keno, Miamissi ou des jeunes comme Julien Masson. Dommage. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Non, enfin, forcément, on fait des choix par rapport à des critères que l'on maîtrise, et puis on est en permanence avec le groupe. Alors moi, forcément, j'avais qu'une semaine d'historique en commun, mais comme je viens de le dire à François à l'instant, j'avais regardé les 11 premiers matchs, plus les matchs de Coupe de la Ligue, et puis il y a des états de forme, on tient compte de tout. Alors Aurélie qui vous dit Réginald, nouveau coach du VAFC, j'y crois totalement, il va apporter sa pierre à l'édifice avec son expérience. Quels sont ses objectifs cette saison? Ça, c'est forcément la question qu'on se pose quand on arrive
Est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été fixés? Est-ce que vous en avez dans la tête? Oui, il y a toujours une ambition en tout cas. Moi j'ai l'ambition d'amener Valenciennes le plus haut possible. Après ce qui est important c'est qu'on ait l'ambition, une ambition de progression. Là on a parlé de difficulté à contenir les équipes adverses, parce qu'à mon avis, on prend trop de buts. Donc il y a des axes de travail à mettre en place, et l'ambition, c'est de progresser par rapport à ces axes de travail, et devenir une équipe dure à jouer, et puis capable de maîtriser l'adversaire défensivement. Alors il y a une question qu'on a déjà évoquée plusieurs fois depuis le début de la saison de 45 minutes ici, avec le départ d'Hadzibedjic forcément. En gros, Edis Dieck nous a dit, Hadzibedjic, il ne croyait pas en ce groupe, il ne pense pas que la montée est possible avec ce groupe, donc je change d'entraîneur. Il vous appelle, vous acceptez le challenge, je me dis forcément, il vous a dit, il faut qu'on monte. Non, sincèrement non. Alors j'imagine qu'il a aussi l'ambition à un moment donné de monter. Cette année, l'année suivante, et ainsi de suite. Mais non, on m'a pas fixé d'objectif. Je dis, l'ambition, c'est vraiment de tout faire pour gagner le prochain match. Et puis forcément, si on accumule les victoires, à un moment donné, on sera en position d'éventuellement d'accession, en tout cas de jouer des barrages. Mais il est trop tôt pour parler de ça. Moi, je préfère l'idée de se donner les moyens de ses ambitions, et l'ambition, elle doit être en permanence de devoir progresser et puis gagner le prochain match. C'est pas la langue de bois, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Lionel, vous êtes arrivé à Valenciennes en connaissant quand même, la maison. D'abord, parce que vous êtes un peu nordiste quand même, faut pas l'oublier. 2, parce que vous avez regardé des matchs. Et 3, parce que vous avez Nicolas Raguel qui vous a un petit peu, on va dire, avancé un petit peu le tapis pour vous aider. J'imagine que ça s'est passé plus dans le confort que lorsqu'on arrive dans un club qu'on ne connaît absolument pas. Oui, alors concernant Nico Rabuel, je ne suis pas sûr qu'il m'ait avancé le tapis, parce que je pense qu'il a été au courant une fois que les négociations étaient bien avancées. Et oui, je connais Nico parce que j'ai eu joueur à Boulogne, j'avais quelques fois au téléphone. Je connais bien Pascal Brault parce qu'on a joué ensemble il y a très longtemps. Mais humainement, on se connaît. Moi, je suis mis en connaissance de cause. Forcément, quand un entraîneur est débarqué, on sait qu'il y a une période un peu compliquée à gérer. Nico et le staff l'ont très bien géré avec les joueurs. Après, ça n'empêche pas de faire un constat sur les manques de l'équipe, les observer, les affronter, et puis essayer d'y remédier surtout. Et oui, vous parlez des manques, c'est quoi? Des manques défensifs essentiellement? Il y a beaucoup de questions autour de ça. C'est quoi votre analyse en fait de l'effectif, quoi? L'effectif en lui-même, forcément, j'ai appris à le connaître assez rapidement, parce que quand un club vous contacte, l'idée c'est de maîtriser son sujet le plus vite possible. Il y a des joueurs que j'ai affrontés en tant qu'entraîneur. Il y a un joueur avec lequel j'ai joué, Sébastien Roudet, quand j'étais vieux joueur, en tout cas sur la fin, et lui jeune joueur. Il y a Joran Maré que j'ai eu aussi à Boulogne. Voilà, il y a pas mal de joueurs dont je connais le parcours, d'autres que je découvre parce que c'est des jeunes joueurs qui sont soit passés par des championnats mineurs, soit passés par le centre de formation du VAFC. Mais forcément, quand on est contacté par un club, on étudie un peu tous les aspects, et l'effectif en fait partie. Voilà, il y a un effectif qui peut nous permettre de mieux faire, ça c'est sûr. Alors justement, Isabelle Val vous dit en écho sans doute à ma question, Réginald ne dit pas que tu ne peux pas monter avec l'effectif actuel, sinon Edis Dieck va te virer. Voilà, vous voyez, les supporters sont assez cash, forcément. Et il pose aussi, Chris Fletcher, est-ce que vous avez discuté des renforts au prochain mercato? Est-ce que déjà vous savez s'il en faudra? Est-ce que le président vous a dit, de toute façon, on n'a pas d'argent? Non, on n'a pas entamé ces discussions-là, forcément, parce que déjà, pour eux, il fallait trouver un entraîneur. Il fallait, à notre niveau, se mettre d'accord sur ma venue. Ensuite, on a eu une semaine assez courte, parce qu'on a repris l'entraînement collectif, même si j'avais vu les joueurs samedi matin. Lundi matin dernier, avec un match à préparer contre le PFC, avec une quinzaine dont la deuxième semaine serait assez pourvue, avec 3 matchs de compétition. Voilà, donc, moi, j'apprends aussi à connaître. Je connais les joueurs forcément, mais j'apprends à connaître le groupe et sa façon de fonctionner.
de répondre à ce que j'attends, individuellement, collectivement. J'ai vu pas mal de joueurs en entretien individuel depuis, mais je suis arrivé il y a quasiment une semaine. Donc il faut laisser le temps au temps. Malgré tout, il y a une urgence de compétition. Et puis la première étape, on l'a pas bien négociée. On va faire en sorte de négocier au mieux la deuxième étape. Reginald, le président de Valenciennes avait une liste de 43 entraîneurs possibles. Pourquoi vous? Ça, il faut lui poser la question. Bon, vous avez bien une petite idée. Vous correspondez à certains critères de profil ou... Non, je pense que le mieux placé pour y répondre, c'est lui. On s'est rencontrés, lui et son fils, Cédric. Voilà, je n'étais pas venu pour me vendre, j'étais simplement venu pour montrer qui j'étais, comment je fonctionnais. Après, mon vécu, mon expérience, ils l'ont certainement exploré, comme tous les autres entraîneurs, j'imagine. Il y a une idée de système tactique dans lequel vous aimeriez faire jouer le VFC. Il y a beaucoup de systèmes qui ont déjà été utilisés depuis le début de saison, un 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Est-ce que vous avez envie de vous inscrire dans une certaine stabilité? Et si oui, dans quel schéma? Et est-ce que vous êtes plutôt un entraîneur offensif ou plutôt défensif? J'aime que mon équipe gagne le rapport de force offensivement. Après, ce que je disais en préambule, c'est-à-dire qu'il faut en permanence un équilibre. Et pour bien attaquer, il faut savoir bien défendre, et inversement. Après, je me rappelle plus tactiquement, le système que vous privilégieriez. Non, mais j'ai pas de système particulier. Le bon système, c'est celui qui correspond aussi aux joueurs que vous avez, et celui qui vous permet de gagner des matchs, qui vous permet aussi de mettre en place et en valeur votre philosophie. Et tout ça est réuni. Il faut qu'on parle aussi un même langage. C'est pour ça qu'il faut aussi du temps pour mettre en place les choses. Et l'équipe a utilisé beaucoup de systèmes depuis le début. Les équipes qui marchent, en général, ont un système préférentiel et puis un deuxième en recours et qui s'installe sur la durée. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, mais l'idée, c'est assez rapidement de en mettre en place. Un petit rappel, n'oubliez pas de partager ce live. Si vous voulez justement voir le VAFC en direct au stade Pierre-Mauroy, ce sera mercredi soir. On a des places à vous faire gagner. 2 conditions pour ça, il faut partager ce live et le commenter. Et on fera un tirage au sort avec toutes les personnes qui auront commenté. Hervé, une autre question. Un commentaire rapide, parce qu'on a parlé de Lille, là on est avec Valenciennes, après on va parler de Lens. On vit quand même un week-end bien pourri, parce que les 3 perdent. Bon, ça c'est clair. Mais comment ils perdent? Quand vous prenez le but de Valenciennes à 92e minute avec un nain qui vient marquer de la tête, c'est surprenant. Quand vous avez la défense lilloise qui se fait prendre en revue sur 50 mètres et qui va marquer au 2e poteau sans marquage, c'est surprenant. Et je ne parlerai pas des 2 coups d'accélérateur devant la défense françoise pour le but rémois. Alors à un moment donné, c'est bien de s'asseoir sur effectivement du défensif, et ça tous les entraîneurs le disent. D'abord pour gagner, il faut éviter de prendre le maximum de buts et d'en marquer au moins de plus que l'adversaire. Mais là on a 3 cas aujourd'hui symboliques dans 3 matchs qui se sont déroulés en 36 heures où il y a des erreurs mais flagrantes de marquage. Enfin, je pense que le but que vous prenez dans les arrêts de jeu contre le Paris Football Club, vous êtes fou sur le banc. Oui, forcément. Parce qu'il arrive à un mauvais moment. En plus, je considère que nos 3 buts sont évitables. Après, évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un exploit adverse ou d'une erreur de notre part. Mais c'était le sujet d'un long débrief cet après-midi vidéo. On est capable de mieux faire sur certains positionnements, sur certaines situations. Et le 3e but ce week-end en fait partie, je suis totalement d'accord avec vous. Il est terrible ce 3e but, parce que vous êtes 2 défenseurs, je crois, il y a 2 attaquants, il y a un centre qui vient un petit peu de nulle part, qui est bien ajusté, et il n'y a aucun marquage. Il y a 3 attaquants. Il y a 3 ils attaquants. sont peut-être même 3 contre 2. Ouais. C'est ce qui crée aussi encore pire. Réginald, une petite question qui revient aussi souvent quand on parle du VAFC, c'est la question du public qu'il faut faire revenir au stade du Hainaut, parce que des fois c'est un petit peu tristouné. Il y avait 20 000 spectateurs pour les filles. France-Angleterre. Ouais. Donc il y a un public. Il y a un public sûrement, mais voilà, est-ce que dans votre projet, il y a quelque part dans un coin de la tête quand même aussi cette idée qu'il y a une nécessité pour faire grandir le club, de faire revenir très vite avec du spectacle et des choses qui attirent les supporters, quoi. Ah, bien évidemment, mes priorités, en tout cas dans mon travail, sont d'ordre sportif, technique. Mais on sait aussi qu'on a besoin du public. Et pour avoir affronté Valenciennes plusieurs fois, et notamment avec Bastia,
Je sais que ce public peut être très chaud, peut être capable de porter son équipe, mais comme vous l'avez si bien dit, le public ne reviendra en masse en tout cas, à partir du moment où le spectacle sera là et qu'il y aura des victoires. Et il n'y a que ça qui peut entraîner un renouveau, je dirais. Alors avant de parler de Lens, un petit commentaire sur Hervé. Il y a plein de commentaires sur le fait que tu as prononcé le mot nain, voilà, et plein de gens qui disent on n'a plus le droit de dire ça. C'est vrai, voilà, c'était un joueur de petite taille. De petite taille, oui. Voilà, c'est dit. C'était pas méchant. On passe à Lens. Hervé l'a dit, c'était quasiment la transition. Lens qui a aussi perdu, donc on parle de défaite aujourd'hui forcément, et qui confirme, j'ai l'impression en tout cas, que ça va être une saison vraiment galère parce que voilà, on était resté la semaine dernière sur ce 6-0 qui était un peu porteur d'espoir, et là voilà. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à de miracle, on le dit souvent, mais ils ne vont pas redresser la pente au point de se remêler à la lutte pour les places de barrage. Lens a pris énormément de retard et sa seule ambition pour l'instant, c'est de se maintenir en Ligue 2. Avec ce rythme actuel, ils ne peuvent pas se maintenir. Ils ont 9 points après 12 matchs. 9 points après 12 matchs, c'est même pas une moyenne d'un point par match, ça veut dire que vous descendez en national à l'issue de la saison. Donc là, laissons-leur du temps, mais le problème, c'est autant j'ai l'impression qu'Éric Sécora a bien compris ça, il le dit, on joue le maintien et il ne faut pas l'oublier. Autant quand je vois les déclarations de Nicolas Douchez à la fin du match, il dit j'ai pas vu beaucoup de différence entre nous et le Stade de Reims. Il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Il y a 18 points d'écart au classement. Et on parle de Lens qui a perdu 9 matchs sur 12. Donc tant qu'ils n'ont pas pris conscience que c'est une équipe qui va jouer le maintien, voilà. Et le problème à Lens, c'est que vous mettez 6-0 Bourg-en-Bresse, dans la floue on se dit ça y est, on est de retour, c'est parti pour faire une série. Bah non. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pris trop de retard, il n'y a pas encore assez de confiance pour rivaliser avec les meilleurs. Hervé, est-ce que c'est pas le niveau de jeu finalement de Lens qui est un petit peu inquiétant et qui est pas loin de la place à laquelle ils sont? Si on regarde celui-là par rapport à la 4e ou 5e journée, il n'y a plus photo. Il y a des joueurs qui ont été remis à leur poste, il y a des joueurs qui ont une certaine envie. Je pense en particulier à Bellegarde, que Sikora a remis dans le cœur du jeu parce que c'est là où il doit être. Il a changé sa défense centrale, je le signale. Enfin, pour un joueur. Par contre, c'est vrai qu'il y a encore des joueurs qui sont un peu perdus. Duverne me semble un petit peu perdu, n'a pas retrouvé son niveau. Mais tout ça va venir avec l'osmose. Là, c'était un vrai test. Contre Reims, leader du championnat, ils perdent 1-0. Seule occasion rémoise, quasiment, Douchez n'a rien eu à faire. Vous perdez. Pardon ? Vous perdez. Oui, non mais je dis c'est la seule occasion. Voilà, Lens n'en a pas eu beaucoup, aurait pu égaliser dans les dernières minutes, mais c'est trop peu. Quand on joue son match sur le dernier quart d'heure ou les 10 dernières minutes, parce qu'on fait rentrer des joueurs de percussion et qu'on prend tous les risques, c'est trop peu. Mais je trouve qu'il y a du progrès quelque part dans le jeu lensois, mais face à Reims, face à Lorient, face à des équipes qui sont dans le haut du tableau, ça sera encore un petit peu juste dans les semaines à venir. Et ça va durer pour toi, François? Est-ce que voilà, là, il faut s'habituer à d'abord vraiment jouer le maintien, mais vraiment, parce qu'on a senti au début, on disait ça, mais on se disait non, c'est pas possible. Et est-ce que voilà? Il faut viser la 17e place pour l'instant. Voilà, moi je veux bien entendre qu'on rivalise pas trop loin avec Reims ou on n'est pas loin, mais encore heureux. Ils ont 41 millions d'euros de budget. Encore heureux que cette équipe bâtie pour monter en Ligue 1 à l'origine, puissent rivaliser avec des équipes qui, elles, pour l'instant, répondent à leurs objectifs. Le problème de Lens, c'est un début de saison complètement loupé, que certains joueurs commencent à retrouver leur niveau, mais que le retard qui a été pris est tel que de toute façon, il faudrait une série de 5, 6, 7 victoires d'affilée pour pouvoir effacer ce début de saison raté et éventuellement se replacer. Aujourd'hui, il y a urgence de points, même si beaucoup de gens estiment que Lens, de toute façon, va se sauver quoi qu'il arrive. Bon, sur le papier, oui, ils ont l'équipe pour se sauver. Mais aujourd'hui, ils ont que 9 points après 12 journées. Alors, il y a une autre image que je veux absolument vous montrer parce que forcément, elle a fait polémique, elle a fait le buzz. Je ne sais pas si on peut dire ça buzz, mais bon, voilà. Ce week-end, c'est cette fameuse banderole à la 15e minute qui a été déployée par une partie des supporters du COP. Chute à Amiens. Voilà, dès qu'elle est sortie, les réseaux sociaux, on va dire, se sont enflammés, comme on dit maintenant. Voilà, et elle fait référence, pour ceux qui n'ont pas trop compris, à cette fameuse banderole des supporters lillois, but pour Amiens, le but qui a empêché Lens de monter, on s'en souvient, la saison dernière. Je comprends le jeu entre ultras. Je peux comprendre ça, le fait qu'on se réponde sur une banderole qui n'a pas été digérée, et voilà.
La grosse différence, c'est que là, il y a quand même des gens qui sont tombés, qui ont été blessés et qui, pour certains, à mon avis, ont encore du mal à s'en remettre et ont du mal à dormir. Donc là, c'est là où c'est un peu différent. C'est que là, il y a eu quand même de la casse physique du côté du LOSC. Concernant le Lens et sa non-montée, c'est plus de la casse morale qu'autre chose. Donc il y a un jeu entre ultras, mais je suis pas sûr que les ultras qui sont tombés et qui ont encore mal aujourd'hui en se levant le matin aient apprécié cette banderole des supporters lensois. Hervé. On a mis un an à se remettre des consanguins, bienvenue chez les Ch'tis, au Stade de France. Il y a même eu des procès par rapport à ça. C'était une banderole agressive, malvenue, vulgaire. Celle de Lille, elle n'était pas bienvenue. Celle de Lens, je trouve qu'elle est scandaleuse, tout simplement. Parce qu'elle était super bien préparée, bien emballée, les lettres. Vous regardez le lettrage, il est très bien fait. Donc ça demandait beaucoup de préparation, d'où ça était très prémédité. Comme d'ailleurs celle du Paris Saint-Germain lors de la fameuse finale à l'époque. Mais qui n'ont rien à voir, les deux. Je les mets pas sur le même plan. Et je vais pas au foot pour voir ça. C'est tout. Je ne vais pas au foot pour voir ça. Mais est-ce qu'on peut pas pas considérer quand même que voilà, c'est de l'humour, certes noir, mais est-ce qu'il y a quand même pas un peu d'humour? Parce que c'est vrai que quand les Lillois, les ultras lillois sortent but pour Amiens, évidemment, c'est du gros chambrage sportif. Là, effectivement, la différence, c'est qu'il y a des gens en jeu, il y a des blessés, il y a des conséquences qui auraient pu être plus graves, mais qui ne l'ont pas été. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont décidés à aller dans l'humour noir. Est-ce qu'on peut pas dire humour noir pas été, on n'est pas à la place des supporters qui sont tombés. Il y a peut-être des gens pour qui, en effet, ça n'a pas été grave, mais qui aujourd'hui ont du mal à dormir, ont du mal à retourner dans un stade parce qu'ils ont été traumatisés, parce qu'ils ont vécu. Il y a eu quand même des séquelles psychologiques. Est-ce que les séquelles psychologiques des supporters lillois tombés à Amiens sont les mêmes que les séquelles psychologiques des supporters lensois privés de monter à la dernière seconde? Je suis pas sûr. Maintenant, encore une fois, je peux comprendre le chambrage entre ultras. Ça fait partie du folklore et pour moi, ça fait partie du foot. Maintenant, faut faire attention à ce qu'on cible. Là, il y a quand même de la casse physique derrière tout ça. Et c'est ça qui me gêne un peu. Maintenant, la rivalité entre Lille et Lens, elle dure, elle est ancestrale. On répond à une banderole qu'on n'a pas appréciée. Cette banderole n'a pas été appréciée. Vous verrez une réponse des Lillois bientôt. Voilà, c'est le jeu. On aime ou on n'aime pas, mais ça fait partie du jeu. Réginald, est-ce que vous avez un avis sur cette banderole, justement, qui a fait beaucoup causer? Est-ce que quand on est entraîneur, c'est le genre de truc, on se dit, attention les supporters, faut pas aller trop loin quand même. On maîtrise pas toujours tout. Déjà, on essaie de maîtriser ce qui nous concerne. Moi, j'étais au match, donc j'ai pas vu la banderole. Je l'ai vu, bien sûr, dans les journaux. Après, bon, c'est pas forcément bienvenu. Après, il y a pas par rapport à la banderole, il n'y a pas d'insulte. Alors, ça peut certainement choquer aussi des gens qui ont vécu un traumatisme à Amiens. C'est à éviter, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre question derrière ça? C'est est-ce que les supporters lensois, finalement, ils font pas un peu diversion, quoi, avec ce truc-là? En plus, c'est pas tous les supporters. Je sais pas. Des supporters. Des supporters. Faut pas mettre tout le peuple lensois dans l'histoire, puisqu'au moment où la banderole est sifflée, quelques secondes après, il y a plus de la moitié du stade qui siffle, et ça part sur Twitter. Et il y avait un tweet d'un supporter lensois qui écrivait: quand on est 19e du classement, on ferme ça, d'accord, et on s'occupe de faire des banderoles pour encourager son club. Après, c'est pas le monde des bisounours, le foot. Voilà, ça fait partie du folklore. On est attristé ou on en rigole, mais si le jour où vous avez plus de banderoles dans le stade, plus de chants dans le stade, et que des spectateurs qui sont venus payer leur place, on va vite s'ennuyer. Ça va vite devenir des cathédrales dans lesquelles on va vite. On va vite s'ennuyer. Mais moi, ça fait partie du folklore. Voilà, c'est tout. Après, je comprends que sur celle-là en particulier. Mais je parle de celle-là en particulier. Elle gêne, mais après, bon, voilà, c'est. Il y a Virginie qui nous dit le chambrage ne doit pas aller jusque-là. Voilà. Est-ce qu'il y a une limite au chambrage? En gros, c'est un peu la question, parce que pour moi, en tout cas, je suis plus de l'avis de François. Ça reste quand même peut-être dans la limite vraiment haute. Je comprends que mais ça on gêne. est quand même dans le chambrage. Je comprends que ça gêne. Bien sûr, oui, on comprend tous que voilà. Puis en plus, là, on a expliqué la banderole en disant c'est une référence à but pour Amiens. Voilà, mais je pense que beaucoup de gens qui ont vu cette banderole et qui ont été choqués par chute à Amiens ne connaissaient même pas la référence au précédent chambrage. Et là, on vient dans la private joke. Ça va beaucoup plus loin. Je dis pas que c'est mieux, mais ça va beaucoup plus loin entre Lyon et Saint-Etienne. Une fois, les supporters lyonnais ont sorti une banderole. Nos pères inventaient le cinéma pendant que les vôtres me crevaient dans les mines. Bon, bah voilà, là, c'est encore plus violent. Et il y a une haine ancestrale. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas qu'il faut cautionner ce genre de choses. Ça fait partie du folklore. Voilà. Moi, s'il y a pas de mort derrière, bon. Vous avez vu le montage, bien sûr, qu'il y a eu sur Facebook en particulier. À la fin du match, c'était rechute à Lens.
Voilà. Ça sera le mot de la fin sur Lens. Et on va finir quand même cette émission sur la seule victoire du week-end quand même. Voilà, c'est important de le souligner. En plus, pas n'importe quelle victoire, puisqu'Amiens a gagné contre Bordeaux. Est-ce que ça veut dire, on en parle aussi toutes les semaines, on s'est demandé ces dernières semaines, est-ce que l'Amiens a le niveau pour se maintenir? Est-ce qu'ils peuvent se maintenir? Et là, on a l'impression que quand même, ils ont la capacité de créer une bonne surprise. Ils sont toujours devant le LOSC après 10 journées de Ligue 1. Alors c'est vrai qu'il y a un match en retard entre les deux équipes qui sera peut-être rejoué, on verra. Mais c'est une équipe qui est à sa place et qui, elle, pour le coup, répond complètement à ses attentes. Ce qui est frappant avec eux, c'est que dès qu'ils marquent un but, ils gagnent le match. Donc c'est une équipe qui a une certaine confiance en elle. Et on le voit malgré le coup du sort, ce déplacement au Havre, ce match à domicile joué au Havre, on n'a pas le sentiment que ça les a perturbés. Et en face, c'était quand même Bordeaux, c'est pas n'importe quelle équipe. Donc chapeau à Amiens sur ce coup. Bordeaux sans Malcolm, mais Bordeaux quand même. Il y a beaucoup de cohérence dans ce que fait le club. On va laisser à part ce très gros incident qui, à la limite, n'est pas que de la responsabilité du club, mais il y a de la cohérence. Les structures d'entraînement avancent, le stade, ils sont en train de le refaire, de le repeindre, enfin bref. Le problème, c'est qu'ils ont vécu un traumatisme quand même au sein du club, parce qu'on a beaucoup parlé d'eux et pas de football, et on a eu l'impression que sur ce match, les joueurs n'ont pas été plus impactés que ça, parce que Pellissier a réussi à les garder dans un cocon. En plus, ils ont pris le bus, 2 heures, leurs supporters les ont suivis. Tout ça était défavorable. On avait tous pensé, à un moment donné, qu'ils vont prendre une tôle contre Bordeaux. Ça n'a pas été le cas. Ça veut dire qu'il y a vraiment, en plus, il y a des ressources morales. Et ça va être important. Très important pour le club d'Amiens de se remettre de l'histoire. On verra si Amiens reçoit Monaco à la Licorne ou pas, parce que ça, c'est toujours pas décidé. On n'a aucune nouvelle, ou s'il va rejouer au Havre. Mais en tout cas, le moral chez eux, ça, on peut être sûr, il est bien présent. Si autre chose, on en a déjà parlé ici, il y a par exemple un des paris qui est en passe d'être réussi déjà, c'est celui de Kakuta par exemple, qui fait des bons matchs, qui enchaîne les bons matchs. Et c'est vrai que voilà, c'est le genre de petits paris, quand vous les gagnez, effectivement, l'objectif de maintien, il semble quand même plus accessible. Si ça marche pas, effectivement, ça peut être compliqué, mais un joueur comme ça, on sent quand même que voilà, il y a quelque chose, quoi. Kakuta me fait penser dans son parcours à Ben Arfa, lorsqu'il est arrivé à Nice, et où il y a un seul entraîneur, en gros, qui a vraiment su le faire jouer à son haut niveau, c'est Claude Puel. Et bien là, peut-être qu'avec Pellissier, tout se passe bien, il y a une bonne entente, le gars se sent bien, il se sent un petit peu investi d'une grande mission dans cette équipe et réussit ses matchs. C'est bien ce que fait Amiens. Moi, au début de saison, je vous avouerai que ça m'aurait pas surpris de les voir avec 0 points à ce stade, peut-être pas 0 points, mais à ce stade de la saison. Aujourd'hui, ils sont totalement dans la course, ils sont pas relégables, ils sont là après 10 journées de Ligue 1 avec un match en moins. Voilà, chapeau pour l'instant au boulot qui est fait par Christophe Pellissier, qui, rappelons-le, a pris cette équipe en nationale, l'a fait monter en Ligue 2 et en Ligue 1 en l'espace de 2 ans, et qui, malgré cette accélération, malgré les incidents hors de la volonté des joueurs et de l'entraîneur, cette affaire de la barrière, eh bien, continue à répondre présent en Ligue 1 avec déjà 9 points en 9 matchs. Donc, pour l'instant, chapeau. Réginald, votre regard justement sur cette équipe? Oui, je vais dans le sens de François. Pour ajouter sur Christophe Pellissier, c'est l'entraîneur qui a fait monter Luznac, qui n'a pas pu monter pour des raisons administratives. Donc, on l'avait croisé quand on était dans le même championnat avec Bastia. C'est quelqu'un qui fait du bon boulot depuis longtemps. Et puis, vous avez raison, ce match est révélateur. C'est vrai que surtout pour un club qui accède à la Ligue 1, qui n'a pas l'habitude de tout ce tapage médiatique, c'est assez négatif en plus, de savoir d'avoir la capacité de rester concentré sur l'essentiel et puis de battre une belle équipe de Bordeaux. Forcément, ça augure de bons moments. Je pense qu'ils ont ils ont eu un petit temps là pour se mettre au niveau de la Ligue 1, et ils ont gardé des valeurs d'engagement qu'ils avaient sur les saisons précédentes, et puis un groupe qui a une histoire commune aussi, avec des retouches extérieures, et Kakuta en fait partie, qui vont amener de la qualité autre, mais à partir du moment où ils restent sur la même philosophie, ils peuvent faire un bon bout de chemin en Ligue 1. On va finir l'émission avec vous, Réginald. Justement, vous parliez d'entraîneur. Est-ce que vous avez un entraîneur un peu modèle, ou des entraîneurs que vous aimez particulièrement dans le style ou autre?
Moi, je pense qu'il y a à apprendre de tous. Après, entre côtoyer un entraîneur, moi j'ai eu la chance et le privilège de travailler par exemple avec Philippe Montagnier, avec Fred Hans, avec Rémi Garde en première ligue. J'ai côtoyé des entraîneurs aussi quand j'étais joueur. Il y a ce qu'on perçoit des équipes qui sont entraînées par des très grands entraîneurs. Je lis beaucoup aussi par rapport au football de haut niveau. Il y a sa sensibilité, il y a ses idées, et puis ce qu'on peut prendre à droite, à gauche. Après, on se construit comme ça. On va finir. J'ai pas de modèle forcément. On va finir sur une question d'actualité pour revenir à cette Coupe de la Ligue. Il y a toujours la même question chaque année sur la Coupe de la Ligue. Est-ce qu'on la joue? Est-ce que c'est une vraie coupe? Est-ce que c'est la coupe en trop et tout ça? Vous, comment vous abordez ça? Est-ce que dans votre tête et dans celle des joueurs, de toute façon, ce sera toujours priorité championnat et bon, on la joue parce qu'il faut la jouer ou... Non, tant qu'il y a un match à jouer, il faut le jouer pour le gagner. Bien évidemment, il faut tenir compte aussi de l'équipe qu'on aura en face. Et j'ai déjà eu un élément tout à l'heure. À confirmer. Simplement, il faut tenir compte aussi du fait qu'on a joué il y a 5 jours, qu'on rejouera contre Nîmes 3 jours plus tard. Et puis pour le coup, c'est le match le plus important de la semaine. Donc c'est quand même, il y a une hiérarchie quand même. Non, il y a un planning qui nous fait rencontrer Lille dans 2 jours. Et on va mettre tout en œuvre pour gagner, bien sûr. Eh ben, on vous le souhaite, Réginald. Encore un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Ça fait pas longtemps que vous étiez à Valenciennes et vous êtes venu tout de suite, donc c'est vraiment super. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire passer un petit message à nos amis du LOSC. C'est vrai que en ce moment, on les épargne pas, mais c'est aussi l'actualité, c'est comme ça, et voilà, et c'est notre regard, et c'est le but de provoquer le débat. Mais en revanche, on est un peu déçus de n'avoir jamais aucune réponse sur nos invitations. Le message est passé, si jamais ils l'entendent, sait-on jamais. Voilà. Gérard Lopez Gérard Lopez, Marc Ingla, Charles Bietri, tiens, j'ai vu qu'il parlait aussi à certains médias, donc pourquoi pas, il est aussi au LOSC, Charles Bietri. Donc, il a changé. Voilà, l'invitation est lancée. Voilà, on finit sur un petit prono, on fait souvent ça, voilà, justement sur ce match VAFC LOSC, Hervé. Ah, il aime pas les pronos, mais... Non, c'est pas ça, mais c'est deux clubs nordistes. Ah bah ouais, mais... J'aimerais et Réginald est là en plus, donc c'est pas évident. Allez, je vais quand même jouer l'obligation, la plus grande obligation des deux, c'est que Lille doit gagner. Voilà, et ça, c'est pas objectif, mais la grande obligation, c'est que Bielsa ne perde pas contre un club de Ligue 2. Voilà. La raison dit Lille, le cœur dit Valenciennes. Ça fait depuis 1951 que Valenciennes n'a plus mis les pieds en finale d'une coupe nationale. Et si c'était pour cette année, allez, victoire au tir au but après un match nul, un but partout. Allez, moi aussi je dis Valenciennes. Et en vous souhaitant donc à tous une bonne soirée, merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain. À ma place, ce sera Jean-Luc Douchet qui est actuellement en vacances. On le salue. Merci beaucoup messieurs. Merci. Au revoir. Salut.